Voilà, là, hop. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur Juriste de demain. Nous allons voir aujourd'hui la stipulation pour autrui comme je vous l'avais promis. Donc c'est une partie du cours sur le thème le contrat à l'égard des tiers que je développe ici. Alors je sens que plusieurs sont en train de m'écouter et de se dire mais la stipulation pour autrui c'est trop complexe. Vous allez voir. Que vous soyez en L2, car c'est le programme de L2 CRFPA, c'est aussi le programme au CRFPA, mais également pour les L1, car vous aurez à apprendre ce qu'est la stipulation pour autrui, mais pour les L3, pour les masters et pour tout professionnel du droit pour se rafraîchir la mémoire. Commençons par un petit cas et on va vous tester un petit peu. Commençons par un petit cas. Vous savez que j'aime bien sur ma chaîne prendre des exemples tirés d'Harry Potter. Dumbledore, donc restez concentrés. Dumbledore fait un don à Harry Potter. Comme on le sait tous, hein, voilà, Dumbledore apprécie beaucoup Harry Potter. Il lui fait un don de l'aile ouest du château Poudlard. Ok ? Prenez une feuille blanche, un stylo, écrivez. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Vraiment, j'attends les réponses en commentaire. Dumbledore fait don à Harry Potter de l'aile ouest du château Poudlard. Vous êtes prêts ? Ok. À charge pour Harry de le revendre et de verser à son meilleur ami qui est tous ensemble, Ron, qui accepte la moitié des sommes perçues. Donc là, c'est ok, hein. Ensuite, Harry Potter revend l'aile ouest du château Poudlard à Malfoy. Oui, j'allais quand même pas l'oublier, à Malfoy, pour 2 millions d'euros. Mais il n'a pas versé les sommes dues à Ron, son meilleur ami. Les créanciers de Dumbledore prétendent par ailleurs saisir la somme due à Ron. Je viens vous voir. Vous êtes avocat, vous êtes étudiant en droit, vous êtes le jour de votre partiel, le jour du grand oral, le jour de l'examen face à votre cas pratique et vous avez un cas pratique similaire. Je préfère prendre des exemples de la vie réelle. Je suis votre cliente. Expliquez-moi. Je répète, Dumbledore a fait un don à Harry Potter de l'aile ouest du château Poudlard. D'accord ? À charge pour Harry de le revendre et de verser à Ron, son meilleur ami, qui accepte la moitié des sommes perçues. Harry revend l'aile ouest du château Poudlard à Malfoy pour 2 millions d'euros. Cependant, il n'a pas versé les sommes dues, c'est-à-dire la moitié de 2 millions d'euros, soit 1 million, à Ron. Les créanciers de Dumbledore prétendent par ailleurs saisir la somme due à Ron. Alors là, on est vraiment dans le cas... J'espère que vous avez répondu derrière votre écran. On est dans le cas de la stipulation pour autrui. Et là, le jour de l'examen ou concrètement, lorsque vous êtes avocat, votre premier réflexe, rien que pour vous rafraîchir la mémoire, c'est d'ouvrir l'article 1205 du Code civil. Là, vous voyez qu'il y a une relation triangulaire. Vous voyez qu'il y a Dumbledore, Harry Potter et Ron. Une relation triangulaire, ok ? Vous restez focus.
La concentration est le problème principal des étudiants. Hein. C'est pour ça que souvent je vous fais des petits rappels. On a une relation triangulaire. Dumbledore, Harry Potter et Ron. Comme vous le savez, dans la stipulation pour autrui, on a une relation triangulaire entre le stipulant, le promettant et le tiers bénéficiaire. Donc là, je vais essayer de ne pas... parce que c'est un cas que je vous ai inventé pour que vous puissiez comprendre la stipulation pour autrui. Qui est le stipulant? Qui est le promettant? Qui est le tiers bénéficiaire? Si vous ne savez pas répondre à ces questions, c'est que vous ne savez pas ce qu'est la stipulation pour autrui et vous n'êtes pas prêt, si vous êtes en L2 pour votre partiel de décembre, car c'est au programme de la responsabilité contractuelle, et si vous êtes candidat au CRFPA, là, la porte est là, hein. La culture juridique de L2, ce que vous avez appris en droit des obligations, vous devez le connaître. Et les autres, là, les L1, les L3, rafraîchissez-vous la mémoire ou apprenez si vous ne connaissez pas. Hein. Ça vous servira toujours dans la vie. La stipulation pour autrui. Alors, je vous réponds, mais j'espère que vous me devancez derrière votre écran. Ici, on a Dumbledore, qui est le stipulant, qui va faire une donation à qui? À Harry Potter. Harry Potter est donc le promettant. Donc là, on a un contrat entre les deux. Un lien juridique. D'ailleurs, lequel ici? Lequel? Comme je vous l'ai dit, Dumbledore fait don à Harry Potter de l'aile ouest du château Poudlard. On a une donation. Donc ici, on a une stipulation pour autrui qui est greffée sur une donation. D'accord? Donc, les parties co-contractantes sont Dumbledore, qui est le donateur, et Harry Potter, qui est le bénéficiaire. Donc là, on a les parties au contrat, le stipulant, le promettant. Et enfin, on a le tiers bénéficiaire. Donc tiers, il est tiers aux parties. Ron ne fait pas partie de la donation. Et donc il est tiers aux parties. Il est en dehors de la donation, pour vulgariser. Mais il est tiers bénéficiaire. Il n'est pas simplement tiers bénéficiaire. Pourquoi? Parce que ici, Dumbledore a certes fait don à Harry Potter de l'aile ouest du château Poudlard, mais à charge pour Harry de le revendre et de verser à Ron la moitié des sommes perçues. Et Ron a accepté. On verra après en quoi cela est important. Donc Ron est un tiers bénéficiaire qui devra bénéficier de la moitié des sommes perçues par Harry Potter. Vous comprenez un peu mieux maintenant le schéma triangulaire? Donc je préférais commencer la stipulation pour autrui avec un cas concret pour que vous puissiez justement bien comprendre, concrètement comprendre, et ensuite vous apprendre la théorie. Donc ouvrez votre code civil à l'article 1205 et nous allons voir ensemble la stipulation pour autrui. En tout cas, pour répondre à la fin de ce cas pratique, ce que vous devrez dire le jour de l'examen, déjà vous devrez rappeler l'article 1205 du Code civil, le savoir par cœur et l'expliquer avec vos propres mots. Attention, on ne recopie pas bêtement un article, c'est interdit, ok? Ensuite, là, vous dites que c'est une stipulation pour autrui qui est greffée sur une donation, et que dès l'instant où Ron, donc le tiers bénéficiaire, a accepté la stipulation pour autrui, car on a besoin de son accord, alors Ron dispose d'un droit direct contre qui? Contre Harry Potter. D'accord? Donc ici, vous pouvez répondre à votre client, ou le jour du cas pratique, à votre professeur, que Ron peut intenter une exécution forcée sans avoir à passer par Dumbledore. Il peut
intenter une action, donc Ron peut intenter une action directement contre Harry Potter. On n'a pas besoin de repasser par Dumbledore. C'est la stipulation pour autrui. Donc on passe en podcast et je vous explique à présent la théorie. Ainsi, la prochaine fois, vous pourrez répondre à ce genre de cas pratique tout de suite, du premier coup. Et vous avez un avant-goût pour ceux qui ne sont pas inscrits à la prépa de ce que je propose lorsque je fais des cours en live. C'est parti, on passe en podcast pour comprendre la stipulation pour autrui. Vous avez vu, on a commencé en beauté. Alors, pour comprendre tout de suite la stipulation pour autrui, comme je le fais à chaque fois pour que ça soit vraiment plus limpide pour vous, on replace cette partie dans le cours. Alors, essayez de me devancer. Dans quelle partie du cours est-on ? Allez, devancez-moi, soyez concentrés. On est en effet dans la responsabilité contractuelle, ça va de soi, mais à quel chapitre ? Sur les effets du contrat à l'égard des tiers, dont j'ai fait un podcast entier. Donc, on va dire que ce podcast-là est une antenne, est une branche au podcast principal sur les effets du contrat à l'égard des tiers. Et donc, où vient la stipulation pour autrui dans ce chapitre, dans ce cours ? Devancez-moi, restez concentrés. La stipulation pour autrui vient dans les exceptions à l'effet relatif du contrat. Car dans le cours des effets du contrat à l'égard des tiers, de façon très brève, je résume et vous pouvez aller le voir, nous avons vu que selon l'article 1199 du Code civil, je répète car répéter c'est enseigner, le contrat produit différents effets. Un effet obligatoire vis-à-vis des parties, mais un effet relatif à l'égard des tiers. Mais nous avons également vu que l'effet relatif du contrat connaît 2 exceptions qui sont prévues par le Code civil. D'ailleurs, vous pouvez ouvrir le Code civil comme je vous l'ai dit en introduction. La première exception, c'est la promesse de porte-fort. Là aussi, confirme un podcast sur les effets du contrat à l'égard des tiers. En gros, c'est une dérogation apparente parce que dans la promesse de porte-fort, le tiers n'est engagé à la convention que s'il la ratifie. C'est d'ailleurs ce qui différencie la promesse de porte-fort de la seconde exception qui est la stipulation pour autrui. Parce que dans la stipulation pour autrui, ici, cette exception apporte à l'effet relatif une exception plus réelle. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de constituer un tiers créancier d'une convention à laquelle il n'est pas parti. C'est ce qu'on a vu ensemble là avec le cas avec Dumbledore, Harry Potter et Ron. D'accord ? Donc, la stipulation pour autrui est l'une des 2 exceptions à l'effet relatif du contrat et, comme je viens de vous le dire, est encore plus réelle. C'est une exception encore plus réelle à cet effet relatif du contrat, car dans la promesse de porte-fort, c'est une dérogation apparente, parce que le tiers n'est engagé à la convention que à la condition qu'il la ratifie, alors que ici, dans la stipulation pour autrui, elle permet de constituer, la stipulation pour autrui, un tiers créancier d'une convention, même s'il n'en est pas parti. Donc là, on est vraiment dans une exception radicale à l'effet relatif du contrat. Donc la stipulation pour autrui, bien entendu, vous citez dans la majeure l'article 1205 du Code civil ou même au grand oral ou lors d'une interrogation en TD ou lors d'une dissertation, d'un commentaire d'arrêt. Montrez que vous connaissez le fondement juridique, soit l'article 1205 du Code civil. Là aussi, vous ne le citez pas, vous le réexpliquez avec vos propres mots. Et vous définissez la stipulation pour autrui. Donc la stipulation pour autrui, vous l'avez compris maintenant avec l'exemple qu'on a pris dès l'introduction, c'est l'opération par laquelle un des contractants au contrat, qu'on appelle le stipulant, demande à l'autre partie au contrat, qu'on appelle le promettant, d'exécuter une prestation à l'égard d'un tiers bénéficiaire,
rappelez-vous, c'est Malfoy, qui n'est pas partie au contrat. D'accord ? C'est pas Malfoy, c'est Ron, excusez-moi. Donc, vous mettez la définition juridique de la stipulation pour autrui. La mienne, c'est celle-ci. Mettez celle qui vous convient le mieux. Faites-en une avec vos propres mots. Je vous conseille de prendre un lexique juridique où vous écrivez la vôtre. Comme ça, vous apprenez par cœur la vôtre et ce sera beaucoup plus simple. Je répète la mienne. La stipulation pour autrui est l'opération par laquelle l'un des contractants, qui s'appelle le stipulant, demande à l'autre partie, qu'on appelle le promettant, d'exécuter une prestation à l'égard d'un tiers bénéficiaire qui n'est pas partie au contrat. Ok ? Ensuite, en dessous, dans le code civil, en dessous de l'article, vous avez de la JP, de la jurisprudence. Donc, si vous êtes en cas pratique, par exemple, ou même en commentaire d'arrêt, citez de la jurisprudence, bien sûr pertinente. Ne citez pas de la jurisprudence juste pour en citer. Mais selon le sujet du cas pratique ou du commentaire d'arrêt, si vous voyez des jurisprudences qui sont dans le même thème, qui appuient votre argument, citez-les. D'accord ? Donc n'oubliez pas la JP. D'abord le fondement du Code civil, le fondement 1205 du Code civil, et ensuite la JP. N'oubliez pas que c'est toujours dans ce sens-là. Ensuite, le meilleur exemple de la stipulation pour autrui, c'est pas celle qu'on a vue, la stipulation pour autrui greffée par une donation qu'on a vue avec Dumbledore qui fait une donation à Harry Potter et Ron le tiers bénéficiaire. Non, en général, si vous êtes avocat, c'est le cas de l'assurance vie. Voilà, c'est le meilleur exemple, c'est l'assurance vie. Donc vous aurez pas mal de jurisprudence concernant l'assurance vie, parce que en effet, dans l'assurance vie, ça va vous paraître logique tout de suite, on a, si vous avez compris la définition et le premier cas qu'on a vu ensemble, on a un individu, le stipulant, qui va contracter avec un assureur, le promettant, afin qu'un capital soit versé à ses enfants, qui sont les tiers bénéficiaires, lors de son décès. Si vous voulez, on peut reprendre un exemple. On reprend les parents d'Harry Potter, et on va prendre la banque de Gringotts, je crois qu'elle s'appelle comme ça. J'invente les exemples en même temps que je vous fais le cours là par podcast, donc c'est du freestyle. Donc les parents d'Harry Potter, lorsqu'ils étaient vivants, contractent avec la banque de Gringotts une assurance vie. Donc là, on a un contrat entre les parents d'Harry Potter et la banque de Gringotts. Et donc là, les parents d'Harry Potter, ce sont les stipulants, et la banque de Gringotts, c'est le promettant. Et ils sont tous partis au contrat. Les parents d'Harry Potter sont partis au contrat. La banque de Gringotts est partie au contrat. Donc, ils contractent cette assurance vie. Pourquoi ? Pour que un capital soit versé à leur enfant Harry Potter lors de leur décès. Comme vous le savez, c'est fictif, mais comme vous le savez, les parents d'Harry Potter sont tués par Voldemort. La banque de Gringotts verse donc à Harry Potter, qui est le tiers bénéficiaire, le capital des parents d'Harry Potter. Donc là, vous voyez, je vous donne plusieurs cas. On a vu tout à l'heure le cas de la donation entre Dumbledore et Harry. Là, je vous donne le cas d'une assurance vie entre les parents d'Harry Potter et la banque de Gringotts. Donc vous voyez, vous commencez à comprendre ce qu'est la stipulation pour autrui. C'est-à-dire que ici, Harry Potter est un tiers, mais c'est un tiers bénéficiaire. Donc il n'est pas parti au contrat. Le contrat qui lie le stipulant, donc ici les parents d'Harry Potter, et le promettant, la banque de Gringotts. Il n'est pas parti au contrat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est un tiers au contrat. Mais, donc ce contrat c'est quoi ? C'est une assurance vie. Il est un tiers bénéficiaire, car l'assureur, la banque de Gringotts, là, le promettant, doit verser, lors du décès des parents d'Harry Potter,
le capital de ces derniers au tiers bénéficiaire qui est Harry Potter. Donc vous voyez que la stipulation pour autrui, c'est une vraie exception à l'effet relatif des contrats, à l'effet relatif de la convention. Parce que le tiers, ici, donc reprenons l'exemple Harry Potter, il devient créancier du promettant. Vous voyez ? Là, le tiers Harry Potter devient créancier de l'assureur, la banque Gringotts. Et sans avoir la qualité de partie au contrat. C'est ça qui est important, c'est sans avoir la qualité de partie au contrat. Donc à la base, cette exception était prévue dans l'ancien article 1121 du Code civil. Dans des hypothèses assez limitées, on avait la donation avec charge ou l'accessoire d'une stipulation faite pour soi-même. Et ensuite, la stipulation pour autrui a connu un important développement, vous l'aurez compris, principalement lié à la vitalité des assurances vie. Et la jurisprudence a réalisé à l'égard de cette technique un important travail de clarification. C'est pourquoi je vous dis, regardez la JP en dessous de l'article 1205, elle pourra vous servir le jour de l'examen. Et l'ordonnance du 10 février 2016 entérine donc dans des nouvelles dispositions qui y sont consacrées les conditions et les effets de la stipulation pour autrui. Donc nous allons voir les 4 conditions de façon très succincte, celles qu'il faut savoir et que vous devrez citer le jour du cas pratique ou à l'oral. Vous devez dire qu'il y a 4 conditions et vérifier que chacune est remplie. 4 conditions, attention, cumulatives et pas alternatives. Je vous rappelle que cumulative, c'est l'inverse de alternatif, ok. Donc on a 4 conditions cumulatives qui sont nécessaires à l'existence de la stipulation pour autrui. S'il vous plaît, prenez votre feuille blanche, faites 4 flèches, ou alors une feuille blanche sur l'ordinateur. Première condition, un rapport juridique préalable entre le stipulant et le promettant. Bim, deuxième flèche, une stipulation expresse du contrat. Bim, troisième flèche, stipulation faite au profit d'un tiers. Et bim, quatrième flèche, désignation du tiers bénéficiaire. De façon très courte, vous allez voir, c'est très simple. Première condition, un rapport juridique préalable entre le stipulant et le promettant. Vous marquez entre parenthèses, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un contrat préexistant. Parce que la nature de la dite convention est indifférente, mais doit être valablement formée. Confère les conditions de formation du contrat. C'est-à-dire que les droits du tiers bénéficiaire naissent de ce contrat originaire. Donc, il doit être valablement formé. Donc ça, c'est la première condition, un rapport juridique préalable entre le stipulant et le promettant. Bim, deuxième condition, une stipulation expresse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en principe, la stipulation pour autrui est énoncée dans le contrat via une clause. Pareil, idem, vous vérifiez. Ensuite, troisième condition, une stipulation faite au profit d'un tiers. Alors, cette dernière fait naître un droit de créance au profit du tiers. C'est ce que je vous ai expliqué. Idem, vous vérifiez. Pour chaque condition, vous faites un syllogisme, vous vérifiez, vous concluez. Ok ? Et quatrième et dernière condition, la désignation du tiers bénéficiaire par le stipulant. Une fois désigné, il peut soit refuser, soit accepter le bénéfice de la stipulation pour autrui. C'est pour ça que je vous disais en introduction que c'était important que Ron accepte et je vous disais qu'on le verrait ensuite et que je vous expliquerai pourquoi. Parce que Ron aurait pu refuser. Et c'est en acceptant que Ron, du coup, si vous avez suivi, essayez de me devancer, c'est en acceptant que Ron a, du coup, accepté le bénéfice de la stipulation pour autrui, qui était, je vous rappelle, la moitié de la somme perçue pour la vente de l'aile ouest du château Poudlard. Je me rappelle bien de mes inventions, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est vraiment important. L'acceptation, donc, du coup, notez-le, c'est important, elle est libre dans sa forme, mais elle doit être faite au plus tard, au jour de l'exécution de la stipulation. Ça, vous le notez en gros, en gras, en rouge.
Et le tiers, donc ici Ron, ou dans l'assurance vie Harry Potter, a cependant intérêt à une acceptation dès le jour où il est désigné. Pourquoi ? Parce que le stipulant ne peut plus le révoquer. À partir du moment où le tiers bénéficiaire a donné son acceptation, le stipulant ne peut plus révoquer ce tiers. D'accord ? Donc le stipulant, c'est-à-dire Dumbledore ou là les parents d'Harry Potter. Voilà pour les 4 conditions. Donc vous vérifiez dans le cas pratique les 4 conditions, vous les citez, vous faites des syllogismes pour chacune, vous concluez si les 4 conditions sont remplies. Alors vous expliquez que les 4 conditions nécessaires à l'existence de la stipulation pour autrui sont remplies. Voilà, vous concluez comme quoi la stipulation, ça dépend de la question posée, mais la stipulation est valable juridiquement. La stipulation pour autrui peut être utilisée dans ce cas-là. Voilà, ça dépend de la question posée par votre professeur. Mais vous concluez à ce niveau-là. Enfin, pour terminer, les effets de la stipulation pour autrui, là, vous le savez déjà. Vous pouvez me devancer là aussi. La stipulation pour autrui, on l'a vu, c'est une opération triangulaire. Du coup, ces effets doivent être envisagés d'un triple point de vue. 3 flèches. 3 flèches qui sont assez faciles. Bim, on a les effets stipulants promettants. Deuxième flèche, bim, les effets promettants tiers bénéficiaires. Et 3e flèche, bim, les effets tiers bénéficiaires stipulants. Donc là, vous les notez, c'est important. Donc, premier effet dans les rapports stipulants promettants. Deuxième effet dans les rapports promettants tiers bénéficiaires. Et 3e effet dans les rapports tiers bénéficiaires stipulants. Vous notez pour le deuxième effet dans les rapports promettants tiers bénéficiaires. Donc si on reprend les cas qu'on a vus ensemble, comme ça c'est plus concret pour vous. Donc promettant tiers bénéficiaire, ça veut dire par exemple entre Harry et Ron. Ou si on prend le dernier cas que je vous ai donné, la banque Gringotts et Harry Potter. Donc promettant tiers bénéficiaire. Il faut noter ici que le promettant, donc Harry Potter par rapport à Ron, ou la banque Gringotts par rapport à Harry Potter, a des moyens de défense. Comment ? Alors, en exécutant sa prestation à l'égard du tiers bénéficiaire, par exemple la banque Gringotts à l'égard d'Harry Potter, le promettant exécute l'obligation née de quoi ? Du contrat l'unissant avec le stipulant. Donc ici, avec l'assurance vie entre la banque Gringotts et les parents d'Harry Potter. Les droits du bénéficiaire sont donc conditionnés par quoi ? Par la validité et l'efficacité du contrat. Le promettant, donc c'est-à-dire ici la banque Gringotts, peut donc lui opposer toutes les exceptions nées du contrat principal, soit ici de l'assurance vie conclue avec les parents d'Harry Potter. Par conséquent, si cet acte est affecté d'une cause de nullité, le promettant peut invoquer ce moyen de défense pour refuser d'exécuter son obligation à l'égard du tiers bénéficiaire. Donc si on reprend le cas qu'on a vu ensemble, si la banque Gringotts refuse d'exécuter son obligation à l'égard d'Harry Potter, donc de verser le capital des parents lors de leur décès, la banque peut invoquer une cause de nullité du contrat principal, donc de l'assurance vie conclue avec les parents d'Harry Potter. Donc si le jour du partiel, vous êtes le client de Madame X et qu'elle se retrouve dans cette situation, vous pouvez citer ce moyen de défense du promettant, si vous devez défendre, bien sûr, le promettant. Ensuite, vous pouvez rajouter dans la troisième flèche les effets entre les rapports du tiers bénéficiaire et du stipulant. Ici, vous pouvez marquer, c'est important, que l'ordonnance du 10 février 2016 a légèrement modifié les choses en introduisant dans le Code civil des règles relatives à la révocation de la stipulation pour autrui qui privent donc le bénéficiaire des droits qui en découlent.
Et là, vous feuilletez votre code civil, c'est quelques feuilles après, à l'article 1207 du code civil, qui parle de cette révocation. C'est bon, vous y êtes, article 1207 du code civil. Comme vous le voyez, cette révocation, dont le texte aménage par ailleurs les modalités pratiques, ne peut, attention, émaner que du stipulant ou après son décès de ses héritiers. Et attention, notez également que cette révocation produit un effet rétroactif, le tiers étant, je cite, censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit. D'accord ? Et pour la première flèche, alors là, vous notez que donc c'est pour les effets entre les effets dans les rapports stipulant, promettant, on va y arriver. Je vous ai fait les flèches dans le désordre. Ici, vous marquez, et on l'a vu ensemble, qu'en cas d'inexécution de ces obligations par le promettant, le stipulant peut intenter contre lui toutes les actions offertes par le droit commun. On l'a vu avec Ron, une exécution forcée. Je vous avais parlé d'exécution forcée, que Ron pouvait intenter une exécution forcée. Il y a aussi la responsabilité, la résolution du contrat, etc. Et la solution s'impose même si le stipulant ne subit pas directement les effets de l'inexécution. Car le promettant, c'est aussi et d'abord engagé à son égard. Et ici, je peux vous donner une jurisprudence qui va dans ce sens. Civ 1, 12 juillet 1956, numéro 172. Donc voilà pour les effets de la stipulation pour autrui. Donc vous devez avoir vos 3 flèches sous les yeux et les 3 effets et les moyens d'action qu'ont ces différentes entités, que ce soit le stipulant, le promettant ou le tiers bénéficiaire. Et donc à présent, vous avez compris la stipulation pour autrui. Réécoutez cet enregistrement jusqu'à ce que ce soit clair dans votre tête et que vous le connaissez par cœur. Comme ça, le jour du partiel, si vous voyez une relation triangulaire, une stipulation pour autrui, ou si tout simplement vous tombez sur le contrat à l'égard des tiers, les effets du contrat à l'égard des tiers, ou sur l'effet relatif du contrat à l'égard des tiers, tout de suite, bim, vous dégainez tout ce que je viens de vous apprendre concernant la stipulation pour autrui, et vous l'expliquez. Allez, bon travail!